Bonjour, mes chers amis. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Élise, mais le temps et l'affection de mes petits-enfants m'ont doucement rebaptisée Mamie Élise. J'ai aujourd'hui 74 ans, et ma vie a commencé ici, dans une petite ville nichée au cœur de l'Alsace, en 1950, une région de caractère, où les secrets sont aussi bien gardés que les recettes de Kouglof. L'histoire que je m'apprête à vous confier est un fardeau que j'ai porté en silence pendant plus de 60 ans. Une cicatrice invisible même pour mes propres enfants. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que j'ai enfin trouvé la force, peut-être grâce à vous, de libérer ces souvenirs. Votre présence, même virtuelle, est un baume. Mon histoire ne commence pas par un berceau entouré d'amour, mais par les murs froids et impersonnels d'un orphelinat tenu par des sœurs au grand cœur mais au regard fatigué. Ma mère biologique, une jeune fille de 16 ans à peine, effrayée par la vie et par le jugement d'une France d'après-guerre encore pétrie de convenances, m'avait déposé là. Un petit mot griffonné accompagnait mon baluchon. Un vœu murmuré sur le papier que je trouve une vie meilleure que celle qu'elle pouvait m'offrir. Pendant 4 ans, mon univers s'est limité au dortoir qui sentait de la cire d'abeille, aux prières du matin et aux jeux contenus dans une cour gravillonnée. J'étais une enfant sage, peut-être trop, désireuse de plaire pour enfin mériter une place quelque part. Et puis, un samedi de 1954, cette place a semblé se matérialiser. Le soleil de juin inondait le parloir de l'orphelinat, faisant danser la poussière dans ses rayons dorés. C'est là que je les ai vus pour la première fois. Madame Margaret et Monsieur Frank. Elle était grande, une femme à la beauté sévère, avec des cheveux noirs de jet tirés en un chignon si serré qu'il semblait lui étirer les tempes. Ses yeux sombres, perçants, ne se posaient pas sur vous. Ils vous traversaient, vous évaluaient. Monsieur Frank était plus petit, plus effacé, un homme au silence lourd, qui travaillait comme vendeur dans une mercerie du centre-ville. Autour de son cou, toujours, pendait un vieil appareil photo à soufflet, un objet presque aussi anachronique que son mutisme. Il cliquetait à chacun de ses mouvements, un bruit mécanique qui semblait ponctuer son silence. « Voici Élise », dit la mère supérieure, sa main posée sur mon épaule. C'est une enfant douce et obéissante. Je me souviens du regard de Madame Marguerite. Ce n'était pas un regard de future mère découvrant son enfant. C'était celui d'un expert, d'un antiquaire examinant une pièce rare. Elle s'est approchée, a passé une main dans mes boucles blondes, a soulevé mon menton pour mieux scruter mon visage, puis, d'un geste qui me glaça, elle m'ouvrit la bouche pour inspecter mes dents, comme on le ferait pour un poulain. À 4 ans, j'ai cru à une forme étrange d'affection, une curiosité maladroite. Aujourd'hui, je sais que c'était une inspection, une vérification de la marchandise. Elle se redressa, lissant sa jupe impeccable. Elle fera l'affaire, fut sa seule conclusion. Adressée non pas à moi, mais à son mari. Monsieur Frank n'a rien dit. Il a simplement hoché la tête, son regard vide fixé sur moi. Et j'ai entendu le déclic discret de son appareil photo. Un souvenir, a-t-il murmuré, sa première parole, pour immortaliser le début de notre famille. Il se disait photographe amateur, passionné par la capture des moments précieux. Je ne savais pas encore que pour eux, le mot précieux avait une définition bien différente de la mienne. Leur maison était sur la rue des Chênes, une grande bâtisse d'angle avec un jardin à l'arrière, une maison respectable, comme ses propriétaires. Mais dès la porte franchie, une odeur âcre et chimique flottait dans l'air, s'échappant d'une pièce du sous-sol toujours fermée à clé la chambre noire de Monsieur Frank. Une pièce qui me terrifiait instinctivement. Les premiers jours furent un simulacre de normalité. On m'a donné des vêtements neufs, une petite chambre sous les combles, avec un lit en fer forgé et une commode en bois qui sentait la naphtaline. C'était mon premier chez moi, et malgré la froideur des lieux, une petite flamme d'espoir s'est allumée dans mon cœur d'enfant. J'avais enfin une famille.
j'allais être aimée. Je me répétais ces mots comme une prière, une incantation pour chasser le malaise indéfinissable qui s'accrochait à moi comme l'humidité des murs de la cave. Mais cette prière, je l'ai vite compris, ne serait jamais exaucée. Le véritable but de mon adoption, la raison pour laquelle mes dents avaient été inspectées et mon visage évalué, allait bientôt commencer à se révéler. Dans l'intimité glaçante de cette maison qui devait être mon havre de paix. Merci d'avoir écouté le début de mon voyage. C'est une histoire difficile, mais votre soutien me donne la force de continuer. Si vous souhaitez suivre la suite de mon récit et découvrir comment j'ai affronté l'inimaginable, je vous invite à vous abonner à la chaîne Les Récits de nos aînés, à activer les notifications et à laisser un « j'aime » sur cette vidéo. Votre geste, si simple, est un immense encouragement. À très bientôt pour la suite. Les premières semaines sur la rue des Chênes furent une danse étrange entre une normalité apparente et des rituels de plus en plus troublants. En surface, tout était parfait. Madame Marguerite m'avait inscrite à l'école communale, où j'apprenais à lire et à écrire avec une application qui ravissait mon institutrice. Elle me présentait aux voisines comme leur petite Élise, un miracle tombé du ciel, et elle s'extasiait devant ma docilité et mes cheveux blonds. Monsieur Franck, de son côté, continuait ses allées et venues silencieuses, son appareil photo en bandoulière, un observateur fantomatique de sa propre vie de famille. La maison elle-même était un modèle de propreté et d'ordre. Pas un grain de poussière sur les meubles cirés, pas une feuille morte dans le jardin impeccablement entretenu. C'était un décor de théâtre parfait, mais les acteurs jouaient un drame que j'étais la seule à ne pas comprendre. C'est dans l'intimité de la salle de bain que le masque de Madame Marguerite a commencé à se fissurer. Elle insistait pour me donner le bain elle-même, chaque soir, sans exception. J'avais pourtant déjà 4, puis 5 ans, et je savais parfaitement me laver. Une petite fille doit être impeccablement propre, disait-elle d'une voix sans réplique, en me frottant le corps avec une vigueur qui frisait la douleur. Le savon de Marseille me piquait les yeux et sa poigne de fer me laissait des marques rouges sur la peau. Surtout toi, ajoutait-elle parfois, dans un murmure qui me glaçait. Surtout toi, qui viens de là où tu viens. Je ne comprenais pas cette phrase. D'où venais-je d'un orphelinat? Comme tant d'autres enfants, mais dans son esprit, cette origine était une souillure, une tache indélébile qu'elle s'acharnait à vouloir effacer à grands coups de brosse et d'eau bouillante. Les bains devinrent mon premier supplice. L'eau était de plus en plus chaude, à la limite du supportable. C'est pour tuer les microbes, justifiait-elle quand je me plaignais que ça me brûlait. Arrête de pleurer. Une fille bien élevée ne se plaint pas. Tu dois apprendre la propreté, la vraie. Pendant qu'elle me décapait la peau, ses mains s'attardaient. Elles exploraient mon petit corps avec une curiosité clinique et déplacée, s'arrêtant sur des zones que mon instinct me disait. Les premières semaines sur la rue des Chênes furent une danse étrange entre une normalité apparente et des rituels de plus en plus troublants. En surface, tout était parfait. Madame Marguerite m'avait inscrite à l'école communale, où j'apprenais à lire et à écrire avec une application qui ravissait mon institutrice. Elle me présentait aux voisines comme leur petite Élise, un miracle tombé du ciel, et elle s'extasiait devant ma docilité et mes cheveux blonds. Monsieur Franck, de son côté, continuait ses allées et venues silencieuses, son appareil photo en bandoulière, un observateur fantomatique de sa propre vie de famille. La maison elle-même était un modèle de propreté et d'ordre. Pas un grain de poussière sur les meubles cirés, pas une feuille morte dans le jardin impeccablement entretenu. C'était un décor de théâtre parfait, mais les acteurs jouaient un drame que j'étais la seule à ne pas comprendre. C'est dans l'intimité de la salle de bain que le masque de Madame Marguerite a commencé à se fissurer. Elle insistait pour me donner le bain elle-même, chaque soir, sans exception. J'avais pourtant déjà 4, puis 5 ans, et je savais parfaitement me laver. Une petite fille doit être impeccablement propre, disait-elle d'une voix sans réplique.
en me frottant le corps avec une vigueur qui frisait la douleur. Le savon de Marseille me piquait les yeux et sa poigne de fer me laissait des marques rouges sur la peau. « Surtout toi », ajoutait-elle parfois dans un murmure qui me glaçait. « Surtout toi, qui viens de là où tu viens. » Je ne comprenais pas cette phrase. D'où venais-je d'un orphelinat? Comme tant d'autres enfants. Mais dans son esprit, cette origine était une souillure, une tache indélébile qu'elle s'acharnait à vouloir effacer à grands coups de brosse et d'eau bouillante. Mon 6e anniversaire marqua une rupture. Une frontière invisible fut franchie, et la maison de la rue des Chênes cessa d'être un lieu de malaise pour devenir un véritable enfer. Les rituels de la salle de bain, déjà un supplice, n'étaient plus suffisants pour Madame Marguerite. Sa quête de pureté prit une dimension nouvelle, plus intime et plus destructrice. « Tu deviens une petite femme, Élise », me dit-elle un soir, en me séchant brutalement avec une serviette rêche. « Une mère doit préparer sa fille à ce que la vie attend d'elle. Ta propre mère ne l'a pas fait, alors c'est mon devoir. » Ces mots, prononcés avec le ton solennel d'une vérité sacrée, étaient le prélude à une nouvelle horreur. Elle commença à m'emmener dans sa chambre, la grande chambre conjugale au parquet qui craquait et aux lourds rideaux de velours qui semblaient absorber toute la lumière et tous les sons. Ce qui se passait dans cette pièce, même aujourd'hui, les mots peinent à le décrire sans que ma gorge ne se noue. Ce n'étaient plus des gestes déplacés sous couvert de toilette. C'était une violation méthodique de mon corps et de mon âme. Elle me faisait prendre des poses étranges, me touchait de manière qui me faisait mal, physiquement et au-delà. Une douleur sourde, honteuse, qui s'installait au plus profond de moi. Et elle justifiait tout. Chaque acte était drapé dans le langage du soin maternel. « Je t'apprends à connaître ton corps », murmurait-elle. Son souffle froid sur ma nuque. « Tu ne dois pas en avoir honte. C'est naturel. Tu n'as pas eu de mère pour t'éduquer. Alors je te donne tout ce savoir. » Elle inversait les rôles, ma souffrance devenait une leçon. Ma peur, une ignorance. Et sa cruauté un don. J'étais une page blanche sur laquelle elle écrivait sa propre perversion. Et elle appelait cela de l'éducation. Et M. Franck, il n'était jamais loin. Il ne se cachait même plus. Son silence était devenu une présence active, complice, pendant ses leçons nocturnes. La porte de la chambre s'entrouvrait doucement et il apparaissait. Son appareil photo toujours à la main. Au début, il prétendait chercher une cravate, un livre, mais ses yeux ne quittaient jamais la scène. Puis, il cessa de prétendre. Il entrait, s'installait sur une chaise dans un coin de la pièce, et le silence n'était plus rompu que par le son qui allait devenir la bande-son de mon cauchemar, le léger sifflement du film qui défilait dans la caméra et le clic sec du déclencheur. Je le voyais. Je voyais son œil collé au viseur, sa main ajustant l'objectif, son corps se penchant pour trouver le meilleur angle. Il ne se contentait plus de regarder. Il filmait. Il capturait ma honte, ma douleur, ma détresse, et les transformait en images. « Sois sage », me chuchotait Madame Marguerite à l'oreille quand les larmes me submergeaient. « Ne bouge pas trop. C'est pour ton bien. Tu es spéciale, Élise. C'est pour ça que nous t'avons choisi. » Spéciale. Ce mot résonnait dans ma tête, se tordant jusqu'à devenir une insulte. Spéciale parce que j'étais adoptée, ou spéciale pour une autre raison. Une raison monstrueuse que je commençais à peine à entrevoir. Ils travaillaient de concert. Un duo macabre. Elle était l'actrice principale, la tortionnaire. Il était le metteur en scène, l'archiviste de l'horreur. Les nuits devinrent une attente angoissée, chaque grincement de parquet dans le couloir, chaque ombre sous ma porte faisait battre mon cœur à tout rompre. Parfois, c'était elle seule, parfois, ils venaient ensemble, mais la caméra, elle, était toujours là, son œil de verre froid et impitoyable fixé sur moi. Enregistrant chaque fragment de mon enfance volée, j'ai commencé à comprendre que mon adoption n'avait rien à voir avec l'amour. Il ne voulait pas une fille. Il voulait un corps, un objet, une actrice pour leur film sordide.
Ma valeur à leurs yeux n'était pas celle d'un être humain, mais celle d'un matériel. Comme je les entendrais le dire plus tard, je n'étais pas leur enfant, j'étais leur projet. Et ce projet était la destruction lente et méticuleuse de tout ce que j'étais. Mon innocence, ma confiance, ma joie d'enfant, tout était méthodiquement démantelé, filmé et, je le suppose, conservé précieusement dans la chambre noire interdite, cette pièce qui empestait les produits chimiques et les secrets inavouables. À 6 ans, j'étais déjà une vétérane d'une guerre que personne ne voyait, une prisonnière dans ma propre maison. Et le pire, c'était de savoir que mes geôliers étaient les seules personnes au monde que je devais appeler maman et papa. Le monde extérieur continuait de tourner, ignorant tout de la tragédie qui se jouait en huis clos sur la rue des Chênes. L'école était devenue mon seul refuge, une bouffée d'air frais dans une vie d'asphyxie. Les heures passées à apprendre les tables de multiplication ou à réciter des poésies de La Fontaine étaient des moments où je n'étais qu'Élise, l'élève, et non Élise, l'objet. C'est dans ce sanctuaire précaire que j'ai tenté ma première et unique rébellion. J'avais 7 ans et le poids du secret était devenu trop lourd. Un après-midi, après la classe, je me suis approchée de mon institutrice, Mademoiselle Duval, une jeune femme douce dont le sourire me rappelait celui des anges dans les livres d'images. Le cœur battant, les mains moites, j'ai attendu que tous les autres élèves soient partis. « Mademoiselle », ai-je murmuré. Ma voix n'étant qu'un fil. « Maman, maman me fait du mal ». Les mots étaient sortis, crus, terrifiants. J'avais brisé le silence. J'ai levé les yeux vers elle, espérant voir de la compréhension, de l'aide, une bouée de sauvetage. Mademoiselle Duval a posé sa main sur ma tête, un geste bienveillant mais teinté de pitié. « Oh, ma petite Élise !» a-t-elle dit avec une douceur qui me brisa le cœur. « Tes parents t'ont adoptée par pure bonté de cœur. Tu devrais leur en être reconnaissante, parfois. Les parents sont un peu sévères, c'est vrai, mais c'est toujours parce qu'ils veulent notre bien. Ils t'aiment très fort, j'en suis sûre. » Elle n'avait pas compris. Ou peut-être n'avait-elle pas voulu comprendre. Comment pouvait-elle imaginer l'inimaginable Madame Margaret et Monsieur Frank étaient des piliers de la petite communauté. Ils allaient à la messe le dimanche, participaient aux kermesses de l'école. Qui aurait cru une enfant adoptée, une petite déracinée, face à un couple si respectable? Ce jour-là, j'ai compris une leçon fondamentale et terrible, personne ne me croirait. J'étais seule. Le mur du silence qui m'emprisonnait n'était pas seulement à l'intérieur de la maison, il était partout. Mon échec a eu des conséquences immédiates. Je ne sais pas comment, peut-être par une intuition diabolique. Madame Margaret a senti ma tentative de trahison. Ce soir-là, la punition fut plus sévère que jamais. Une fille reconnaissante ne salit pas le nom de sa famille, siffla-t-elle, sa voix glaciale. Après cela, la situation à la maison s'est encore dégradée. Ma résistance muette les exaspérait. Pour la briser, ils ont ajouté une nouvelle arme à leur arsenal. Madame Margaret a commencé à me faire boire une tisane chaque soir avant le coucher. « C'est pour te calmer, disait-elle. Tu es une enfant trop nerveuse. » La tisane avait un goût amer, terreux, mais je devais la boire. Après quelques gorgées, une douce torpeur m'envahissait. Mes membres devenaient lourds, mes pensées floues, je flottais dans un état de semi-conscience, incapable de réagir, de me débattre. C'était l'état parfait pour eux. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de mon corps inerte. Monsieur Frank en profitait pour perfectionner ses films. Il pouvait s'approcher, utiliser des éclairages plus crus, capturer des angles qu'il ne pouvait pas obtenir quand je me débattais. « Elle est plus jolie comme ça. » Je l'ai entendu dire une fois à sa femme. Sa voix basse et rauque, résonnant dans le brouillard de ma conscience. Plus naturelle. Jolie, naturelle. J'étais une enfant droguée et abusée, et il trouvait cela joli. Ces deux mots se sont gravés en moi comme au fer rouge. Ils m'ont fait comprendre la profondeur de leur monstruosité. Pour eux, je n'étais pas une personne. Je n'étais même pas un animal. J'étais une chose, une poupée désarticulée.
à arranger et à photographier selon leur bon vouloir. Mon humanité m'était déniée, gorgée après gorgée, nuit après nuit. Le brouillard des somnifères était devenu ma nouvelle prison. Une prison à l'intérieur de mon propre esprit. Je n'avais plus la force de pleurer, plus la force de lutter. J'existais à peine, et c'est précisément ce qu'il voulait. À 8 ans, j'étais devenue une experte en survie silencieuse. Je savais comment anticiper les humeurs de Madame Marguerite, comment devenir invisible pour éviter sa colère, comment dissocier mon esprit de mon corps pendant les nuits de cauchemar. J'étais un fantôme dans ma propre vie, mais eux-mêmes les fantômes ont des moments de curiosité. Et c'est une balle perdue qui a changé le cours de mon destin. Je jouais seule dans le jardin. Un après-midi d'automne où le ciel était bas et gris. Mon ballon en caoutchouc a roulé et a heurté la petite fenêtre du soupirail de la chambre noire. Toujours fermée, toujours mystérieuse, la vitre, déjà fêlée, s'est brisée en un petit trou, poussée par une impulsion que je ne m'expliquais pas. Je me suis allongée sur l'herbe humide et j'ai collé mon œil à l'ouverture. La pièce était faiblement éclairée par une lumière rouge sang, comme une vision de l'enfer, et au milieu de cette lueur sinistre, M. Franck travaillait. Il ne développait pas des photos de paysages ou de nature morte. Il manipulait des bobines de film, des dizaines et des dizaines de bobines. Il les sortait de leur boîte métallique, les examinait à la lumière, les coupait, les collait, puis les rangeait méticuleusement sur des étagères qui couvraient un mur entier. Chaque boîte portait une étiquette blanche, écrite de sa main soignée et appliquée. Même de loin, je pouvais deviner les mots, je reconnaissais les dates, des dates qui correspondaient aux pires nuits, aux leçons les plus violentes. Je reconnaissais mon propre nom. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Ce n'était pas un passe-temps. Ce n'était pas de la photographie de famille. C'était une archive, l'archive méticuleuse et organisée de ma propre destruction. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. L'image des étagères remplies de bobines tournait en boucle dans ma tête. Plus tard dans la soirée, alors que je feignais le sommeil dans mon lit, ils sont entrés dans ma chambre. Ils ne m'ont pas touché, cette fois. Ils parlaient à voix basse, pensant que j'étais endormie à cause de la tisane que j'avais réussi à ne boire qu'à moitié. Elle grandit vite, a dit Madame Marguerite, sa voix un murmure sec. Bientôt, elle posera des questions plus difficiles. Il y a eu un silence, puis la voix de M. Franck, basse et satisfaite. Nous avons encore quelques années, et le matériel que nous avons déjà nous durera longtemps. Le matériel. Le mot a explosé dans le silence de mon esprit. Ils parlèrent de moi, j'étais le matériel. J'étais un produit qu'ils fabriquaient, documentaient, taquaient pour un usage futur, à cet instant précis. Dans le noir de ma chambre, une certitude froide et absolue m'a envahi. Je devais m'enfuir. Peu importait comment, peu importait où. Je devais sortir de cette maison avant qu'il ne soit trop tard. La peur a changé de nature. Ce n'était plus seulement la peur de ce qu'il me faisait. C'était la peur de ce qu'il pourrait faire avec ses films. La peur que d'autres enfants subissent la même chose. La peur de ne jamais échapper à ce cauchemar, même si je parvenais à m'enfuir. Mon corps, ma souffrance, étaient emprisonnés dans ces boîtes de conserve, prêts à être regardés. Encore et encore. L'idée était insupportable. Chaque jour qui passait, chaque nuit où ils venaient dans ma chambre, je sentais un morceau de moi mourir. La petite fille qui rêvait d'une famille était en train d'être remplacée par une enfant traquée, brisée, qui ne voulait que disparaître, mais au plus profond de ce désespoir, une petite flamme refusait de s'éteindre. La volonté de vivre, la volonté d'être libre, la volonté de trouver un jour quelqu'un qui m'aimerait pour de vrai. Et c'est cette petite flamme, vacillante mais tenace, qui a commencé à nourrir un plan, le plan le plus audacieux, le plus désespéré qu'une enfant de 8 ans puisse imaginer. Ma survie en dépendait. Entre mes 8 et mes 12 ans, la vie sur la rue des Chênes est devenue une routine infernale.
Un enfer bien organisé dont je connaissais chaque recoin et chaque règle. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que de se réveiller chaque matin en sachant que vous allez souffrir, en sachant que personne ne viendra vous sauver, en sachant que vous n'êtes qu'un jouet entre les mains de gens malades. La découverte des films avait changé quelque chose en moi. J'étais devenue plus renfermée, plus méfiante. Madame Marguerite l'a remarqué. Ma résistance passive la rendait furieuse. « Tu deviens rebelle », disait-elle en me punissant plus durement. Une fille adoptée ne peut pas avoir de volonté propre. Tu dois être reconnaissante pour le toit que nous t'offrons. Sa violence s'est devenue plus fréquente, plus calculée, comme si elle voulait me briser définitivement, faire de moi cette poupée sans âme qu'elle voyait en moi. Monsieur Frank, de son côté, est devenu encore plus audacieux dans sa mise en scène. Il a acheté du nouveau matériel. Une caméra 16 mm plus professionnelle, qui faisait moins de bruit, des trépieds qu'il dissimulait dans la maison, des lampes spéciales qu'il a installées dans ma chambre, me disant que c'était pour que je puisse mieux lire le soir. Je n'ai compris que plus tard que tout cet attirail visait à obtenir des images de meilleure qualité. Plus claires, plus vendables, il faut que ça ait l'air naturel. Le chuchotais-je l'entendre dire, en ajustant ses objectifs. Comme s'il parlait d'un documentaire animalier, spontané, comme si un enfant violé pouvait être spontané. Mais dans son esprit tordu, c'était de l'art. C'était quelque chose de spécial qu'il créait. En 1962, alors que j'avais 12 ans, les choses ont pris une tournure encore plus effrayante. Monsieur Frank a commencé à quitter la maison plus souvent, emportant avec lui une petite mallette en cuir. Il revenait toujours avec de l'argent. Beaucoup d'argent. Des liasses de billets qu'il cachait dans une boîte en fer blanc au fond de leur armoire. Un soir, à travers la porte du salon, je les ai entendus discuter. Leur voix était basse, excitée. « Les gens de Paris en veulent plus », disait Monsieur Frank. « Ils perdent bien pour les séquences avec des jeunes filles. Paris, l'argent, la mallette. » Les pièces du puzzle se sont assemblées dans mon esprit avec une clarté brutale. Ils ne filment même pas pour leur propre plaisir pervers. Ils vendaient les enregistrements. J'étais le produit d'un commerce. Ils m'avaient adopté spécifiquement pour ça. Mon corps, ma souffrance, ma honte étaient une source de revenus. Je n'étais pas une fille. J'étais une marchandise. Le sous-sol, autrefois juste la chambre noire, a été transformé en un véritable studio improvisé. Il a installé des caméras fixes, des éclairages professionnels, et même différents décors, un coin avec une balançoire, un autre avec un lit de poupée, des mises en scène grotesques pour des actes monstrueux. Il me forçait à y rester des heures, enregistrant des scènes qu'il montait ensuite pour les vendre. « Tu dois avoir l'air d'aimer ça », me disait-il, sa voix dénuée de toute émotion. « Si tu pleures trop, ça gâche le film. » Comment un enfant de 12 ans peut-il faire semblant d'aimer être violé? C'était une question absurde, mais dans leur logique malade, c'était une exigence professionnelle. Pour obtenir le résultat escompté, ils augmentèrent les doses de tisane. Les somnifères me laissaient dans un état de confusion permanente, désorientée, flottante entre le rêve et le cauchemar. Parfois, je ne me souvenais même pas de ce qui s'était passé. Je me réveillais simplement avec des douleurs nouvelles et un sentiment de honte encore plus profond, comme une crasse incrustée dans l'âme. Madame Marguerite, libérée par ma passivité forcée, devint encore plus cruelle. Sa torture n'était plus seulement physique. Elle était devenue psychologique. Elle s'attaquait à mon esprit, cherchant à me convaincre de ma propre indignité. « Tu es sale, Élise », me répétait-elle sans cesse. « Aucune vraie famille ne voudra jamais de toi. Tu devrais nous remercier de te donner un toit et à manger. » Elle me frappait en me disant ces mots, comme pour les faire pénétrer dans ma chair. « Sais-tu ce qui arrive aux filles comme toi? Dans la rue, elles meurent de faim, ou alors on les utilise encore plus mal qu'ici. Au moins, chez nous, tu as une maison et des vêtements propres. » Et le plus terrible, c'est que je la croyais. Après 8 ans de ce traitement, une partie de moi avait fini par intégrer son discours. Je croyais vraiment qu'il n'y avait pas d'endroit meilleur pour moi,
que c'était ma destinée, ma punition pour être née sans parents. J'étais indigne d'amour, et cette maison était tout ce que je méritais. L'école, mon seul refuge, devint aussi un lieu de souffrance. Je n'arrivais plus à me concentrer. Mes notes, autrefois excellentes, chutèrent. J'étais toujours somnolente à cause des médicaments, et les autres enfants commencèrent à m'éviter. Je portais sur moi l'odeur des produits chimiques du laboratoire photo. J'avais souvent des bleus ou des marques étranges sur les bras. Le nom Lexington est devenu mon mantra secret. Une lueur d'espoir dans l'obscurité. Lexington, mon oncle, quelqu'un qui se souciait de moi. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête, me donnant une force que je ne pensais plus posséder. Le projet de fuite, autrefois une vague chimère, commença à prendre une forme concrète, désespérée mais méticuleuse. J'ai commencé à planifier mon évasion, comme un général prépare une bataille décisive. Je suis devenue une observatrice aguerrie. J'étudiais les horaires de bus pour Lexington, affichés à l'arrêt du centre-ville, où Madame Marguerite m'envoyait parfois faire des courses. Je mémorisais l'adresse de mon oncle, la répétant 100 fois par jour pour qu'elle s'imprime dans mon esprit. Chaque centime que je pouvais subtiliser. Une pièce oubliée sur la commode de l'entrée. Un billet dépassant d'une poche de Monsieur Franck était caché dans une fente du plancher sous mon lit. C'était un trésor de guerre dérisoire, mais pour moi, il représentait le prix de ma liberté. Je savais que je n'aurais qu'une seule chance. Si j'échouais, ils ne me le pardonneraient pas. La phrase de Madame Marguerite sur le fait que je devenais moins utile me glaçait le sang. S'ils me rattrapaient, ils me feraient probablement disparaître pour de bon, pour faire place à une marchandise plus fraîche. Le plan était risqué, presque suicidaire pour une adolescente de 14 ans, mais c'était mon seul espoir de sortir vivante de cet enfer. Je devais attendre le moment parfait, l'instant où leur garde serait baissée. L'année 1965 a apporté une découverte qui a tout changé, a précipité mes plans. J'allais avoir 15 ans, un soir, après une dispute particulièrement violente entre eux, probablement à propos d'argent. Monsieur Franck, ivre de vin rouge et de rage, a oublié la clé du laboratoire photo sur la table de la cuisine. C'était la première fois. Mon cœur s'est emballé. J'ai attendu qu'ils montent se coucher, leur pas lourd résonnant dans la maison silencieuse. Puis, pieds nus, retenant mon souffle, je suis descendue et j'ai pris la clé, l'ouvrir. C'était comme ouvrir la boîte de Pandore. Ce que j'ai vu à l'intérieur m'a laissé sans voix et a dépassé mes pires cauchemars. Ce n'était pas seulement mes films, c'était bien plus que ça. Sur les étagères, à côté des boîtes portant mon nom, Élise, 4 ans, première session. Élise, 8 ans, client spécial de Paris. Élise, 12 ans, session double avec visiteur. Il y avait d'autres noms. Marie, 6 ans, nouvelle acquisition. Assise sur le sol froid du laboratoire, entourée par les preuves d'une décennie d'horreur. Quelque chose en moi a basculé définitivement. La découverte des autres noms, Marie, Joseph, avait transformé ma peur personnelle en une rage froide et déterminée. Il ne s'agissait plus seulement de sauver ma propre peau. Je ne pouvais pas simplement m'enfuir, en sachant que cette machine monstrueuse continuerait de broyer d'autres vies. Qu'une autre petite fille prendrait ma place dans ce studio sordide. Ma fuite devait avoir un sens. Avant de partir, je devais détruire leur entreprise. Je devais les faire payer pour tout ce qu'ils m'avaient fait. Et pour tout ce qu'ils faisaient aux autres, mon plan, autrefois axé sur la survie, est devenu un plan de sabotage. Pendant des semaines, je suis devenue l'incarnation de la soumission. Je feignais l'obéissance la plus totale pour endormir leur méfiance, tout en planifiant méticuleusement chaque détail de mon acte final. J'ai commencé à voler les somnifères. C'était d'une ironie amère. Madame Marguerite m'envoyait à la pharmacie avec une ordonnance pour les médicaments qui servaient à me droguer. Prétextant un mal de tête ou des crampes, je profitais d'un instant d'inattention de l'apothicaire pour glisser une plaquette de somnifères puissants dans ma poche, pilule par pilule. J'ai constitué mon arsenal. J'observais leurs moindres faits et gestes,
mémorisant où il cachait de l'argent des ventes, étudiant les heures où la rue était la plus déserte. Je savais que je n'aurais qu'une seule chance. L'opportunité s'est présentée en mai 1965. Monsieur Frank a reçu un appel téléphonique urgent. Un client important de Paris exigeait une rencontre le soir même. Il devrait faire l'aller-retour dans la nuit et ne rentrerait que le lendemain matin. « Tu restes sage ici », m'a dit Madame Marguerite avant de partir, en me verrouillant à l'intérieur. Toute la maison est fermée à clé. Si tu essaies de t'enfuir, les voisins te verront et te ramèneront. Et là, ce sera bien pire pour toi. Sa menace flottait dans l'air. Mais pour la première fois, elle ne m'effrayait plus. J'ai attendu que le son de leur voiture s'estompe dans la rue. Attendu 1 heure de plus pour être certaine qu'ils ne reviendraient pas. Puis, le cœur battant, j'ai commencé à exécuter mon plan. Ma première destination fut le laboratoire, l'antre du diable. Armé d'un marteau trouvé dans la remise, j'ai commencé la destruction systématique de leur œuvre. J'ai fracassé les objectifs des caméras, lacéré les toiles de fond, détruit l'équipement d'éclairage, puis je me suis attaqué aux étagères. Une par une, j'ai ouvert les boîtes de films métalliques. Je n'ai pas regardé les images. Je ne pouvais pas. J'ai déroulé les longs rubans de celluloïd et les ai brûlés dans une vieille poubelle en métal, créant un feu de joie purificateur au milieu de la pièce. L'odeur de plastique brûlé était âcre, suffocante, mais pour moi, c'était le parfum de la liberté. Chaque bobine qui fondait était un enfant qui serait peut-être épargné. Une vie qui ne serait pas détruite. J'ai trouvé le grand livre de comptes et la liste des clients. Je ne l'ai pas brûlé. Je l'ai gardé, ainsi que les photos des documents que j'avais prises. C'était la preuve, la clé pour démanteler tout le réseau. Les noms que j'y ai vus m'ont donné le vertige des notables locaux, des hommes d'affaires, même un nom associé à une fonction politique. Le réseau était plus grand et plus puissant que je ne l'imaginais. Ensuite, je suis montée dans leur chambre. J'ai récupéré tout l'argent que j'ai pu trouver, caché dans des enveloppes, dans des boîtes, sous le matelas. C'était des milliers de francs. Ce n'était pas un vol. C'était une restitution. Le paiement pour ma souffrance, mes larmes, mon enfance volée. Enfin, je suis allée à la cuisine pour préparer ma surprise finale. J'ai broyé une quantité généreuse de somnifères et les ai mélangés dans la grande carafe d'eau qu'ils buvaient toujours avant de se coucher. Je ne voulais pas les tuer. La mort aurait été trop douce. Je voulais qu'ils se réveillent et qu'ils trouvent leur monde en ruines, qu'ils ressentent, ne serait-ce qu'une fraction, le désespoir que j'avais ressenti tant de fois. Mon piège était tendu. Je suis montée dans ma chambre, j'ai préparé une petite valise avec mes rares vêtements, l'argent et les preuves, et j'ai attendu leur retour. Vers minuit, j'ai entendu le bruit de leur voiture dans l'allée. Mon cœur a menacé de sortir de ma poitrine, mais je suis restée calme, allongée dans mon lit, feignant un sommeil profond. Je les ai entendus entrer, se plaignant de la route, de la chaleur. J'ai entendu le bruit de l'eau versée dans des verres, le raclement des chaises sur le carrelage de la cuisine, puis le silence. Un silence lourd, profond. J'ai attendu 2 heures de plus. 2 heures qui m'ont paru une éternité, pour être absolument certaine que les somnifères avaient fait leur effet. Je suis descendue de mon lit, pieds nus sur le plancher froid. Chaque craquement du bois me faisait sursauter. J'ai descendu les escaliers, marche après marche, retenant mon souffle. Ils étaient dans la cuisine, exactement comme je l'avais espéré. Madame Marguerite était affalée, la tête posée sur la table au milieu des miettes de leur repas nocturne. Monsieur Frank était tombé de sa chaise, dormant d'un sommeil de plomb sur le sol. Pour la première fois, ils ne me semblaient plus être des monstres tout-puissants. Ils n'étaient que des silhouettes pathétiques, inertes, vaincus par leurs propres armes. Je les ai regardés un instant, sans haine, sans peur, juste avec un vide froid. Ils n'existaient plus pour moi. J'ai pris ma valise, qui contenait ma nouvelle vie, avant de partir. J'ai fait une dernière chose. J'ai pris le rouge à lèvres écarlate de Madame Marguerite, celui qu'elle mettait pour aller à l'église. Sur le grand miroir du salon, j'ai écrit en lettres capitales « Vous paillerez pour tout ».
Je n'ai pas signé. Il saurait qui c'était. C'était mon dernier mot, mon point final à cette décennie d'horreur. Je suis sortie de la maison à 4 heures du matin. La petite ville dormait encore. Seules quelques lumières d'ouvriers partant au travail perçaient l'obscurité. L'air frais de la nuit a fouetté mon visage et m'a semblé plus pur que jamais. J'ai marché jusqu'à la gare routière, le cœur battant au rythme de mes pas pressés. J'ai acheté un billet pour Lexington avec le premier bus du matin. En attendant sur le banc froid, j'ai ressenti un mélange de terreur et de libération. La terreur de l'inconnu, la peur qu'il me retrouve, mais surtout, la libération. Pour la première fois en 11 ans, personne ne savait où j'étais. Personne ne pouvait me faire de mal. Le bus est arrivé à 6 heures. En montant à bord, je tremblais, non pas de froid, mais d'anxiété et d'excitation. Par la fenêtre, j'ai regardé ma ville s'éloigner, cette ville qui avait été ma prison pendant si longtemps. Le voyage jusqu'à Lexington a duré 2 heures sûres, mais a semblé une éternité. À chaque arrêt, je craignais de voir leur voiture apparaître, de les voir monter dans le bus pour me ramener. Mais ils ne sont pas venus. Quand je suis descendue à Lexington, je ne savais même pas par où commencer. J'avais seulement une vieille à l'adresse et l'espoir que mon oncle y vive encore. J'ai pris un taxi, un luxe que je ne m'étais jamais permis. Le chauffeur m'a regardé curieusement dans le rétroviseur, une adolescente de 15 ans, seule, avec une valise et un visage marqué par une épreuve terrible. « Ça va, la petite ?» a-t-il demandé. J'ai pris une profonde inspiration. La première véritable inspiration de ma nouvelle vie. Maintenant, ça ira, ai-je répondu. Et c'était la première fois depuis des années que je sentais que cela pouvait être vrai. Le taxi s'est arrêté devant une maison simple, avec un jardin bien entretenu. J'ai payé la course avec l'argent de ma souffrance. Mon cœur battait la chamade alors que je frappais à la porte. C'était la porte de mon avenir, ou celle de la fin de mes espoirs. Quand mon oncle Joe m'a serré dans ses bras en ce matin de mai 1965, j'ai ressenti quelque chose que j'avais oublié depuis plus de 10 ans, la sécurité. Ses bras étaient fermes mais doux. Et pour la première fois, depuis l'âge de 4 ans, quelqu'un me touchait sans arrière-pensée, sans que cela ne me cause ni douleur ni peur. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas, dit-il en s'écartant un peu pour me regarder, le visage ravagé par l'inquiétude. Ta tante Marguerite ne m'a jamais laissé te voir correctement. Elle trouvait toujours des excuses. Et les rares fois où j'ai pu t'apercevoir, tu avais l'air d'une petite bête traquée. Sa femme, ma tante Emma, une femme ronde et douce, dont les yeux pétillaient de gentillesse, m'a emmenée dans la cuisine et m'a préparé un chocolat chaud, comme on le fait pour un enfant qui a froid. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir la tasse. Ils se sont regardés, comprenant sans que je dise un mot que quelque chose de très grave s'était produit. « Ma chérie », dit l'oncle Joe en s'asseyant à côté de moi. Sa voix douce et grave. « Tu n'es pas obligé de nous raconter quoi que ce soit maintenant, si tu ne le veux pas. Mais je veux que tu saches une chose ici. Tu es en sécurité, quoi qu'il soit arrivé. Tu es en sécurité. » Ces mots, si simples, ont fait sauter le dernier verrou de mon cœur. Et tout est sorti. Des années de silence forcé, de secrets gardés, de douleurs réprimées, ont déferlé en un flot de paroles chaotiques et larmoyantes. Je leur ai tout raconté, chaque abus, chaque film, chaque nuit de terreur, chaque visiteur de l'ombre. J'ai vu le visage de mon oncle devenir de plus en plus pâle, ses poings se serrer de rage. Des larmes silencieuses coulaient sur les joues de ma tante Emma. « Doux Jésus », murmura-t-elle en portant la main à sa poitrine. Comment ces 2 démons ont-ils pu tromper tout le monde? Parce qu'ils étaient intelligents. Ai-je répondu en essuyant mes propres larmes avec le dos de ma main. Ils savaient comment se présenter à la société, l'église, le travail respectable, la jolie maison. Qui aurait pu les soupçonner? Mon oncle était visiblement anéanti. Il faisait les 100 pas dans la petite cuisine, passant la main dans ses cheveux grisonnants, marmonnant des jurons à voix basse. J'aurais dû insister davantage, se lamentait-il,
J'aurais dû forcer la porte de cette maison, même si ta tante s'était fâchée. Combien de fois j'ai senti que quelque chose clochait. Ce n'est pas ta faute, mon oncle, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Ils étaient trop forts, trop malins. Je lui ai montré les preuves, que j'avais apporté les photos des documents et des carnets, la liste de noms et d'adresses. Il a tout examiné avec une attention croissante, son visage se durcissant. « Élise, c'est très grave, dit-il finalement. Cette liste contient les noms de gens importants, des gens de pouvoir. Si tu portes plainte, ce sera dangereux. » « Mais d'autres enfants souffrent, ai-je répliqué, ma voix retrouvant un peu de sa force. J'ai vu leurs noms, je ne peux pas faire comme si je ne savais pas. Tante Emma a pris ma main dans les siennes, chaude et réconfortante. D'abord, ma chérie, tu dois guérir. Ensuite, nous verrons ce que nous ferons de tout ça. Les premiers jours à Lexington, je pouvais à peine dormir. Je me réveillais en sursaut au milieu de la nuit. En sueur, croyant entendre la voix de M. Frank dans le couloir. Tante Emma venait toujours dans ma chambre, me calmait et restait avec moi jusqu'à ce que je me rendorme. « C'est normal, » disait-elle. « Le corps met du temps à comprendre qu'il est en sécurité. Mais ça passera, ma puce. Avec du temps et de l'amour, ça passera. » Mon oncle Joe travaillait dans une petite imprimerie en ville et il m'a trouvé un travail à temps partiel pour m'occuper l'esprit. Je triais des papiers. Je faisais des petites courses. C'était bon de se sentir utile de manière saine. Une semaine après mon arrivée, il est rentré du travail avec une expression soucieuse. « Élise, j'ai reçu un appel aujourd'hui, » dit-il. « C'était ta tante Marguerite. Elle dit que tu as fait une fugue, qu'elle est morte d'inquiétude et qu'elle veut venir te chercher. » Mon sang se glaça. « Qu'as-tu dit? » Je lui ai dit que tu allais bien et que tu restais ici pour un moment. Elle est devenue furieuse, a menacé de venir te chercher de force, a dit qu'elle avait les droits légaux sur toi. Les droits légaux? Comme si j'étais leur propriété. Elle ne peut pas me reprendre. N'est-ce pas? Ai-je demandé, la panique m'envahissant. Légalement, elle peut essayer, admit mon oncle, mais je ne la laisserai pas faire. Si elle met un pied ici, je raconterai à toute la ville ce que tu m'as dit. Je le crierai sur les toits s'il le faut. J'ai vécu dans la peur pendant les semaines qui ont suivi, mais ils ne sont jamais venus. Ils avaient trop peur du scandale. Ma disparition, la même nuit que la destruction du laboratoire, était une preuve trop dangereuse contre eux. Lentement, très lentement, j'ai commencé à croire que j'étais enfin libre. J'ai commencé à m'adapter à une vie normale, ou du moins à ce que j'imaginais être une vie normale. Tante Emma m'a appris à cuisiner, à coudre, des choses simples que je n'avais jamais apprises. Je me sentais comme une enfant découvrant le monde pour la première fois. « Tu dois reprendre tes études, » disait-elle. « Une fille intelligente comme toi ne peut pas rester sans instruction. » Ils m'ont inscrite à des cours du soir. C'était difficile. J'avais beaucoup de retard et ma concentration était encore fragile. Mais petit à petit, j'ai commencé à rattraper mon retard. La vie prenait un rythme paisible, presque banal, et cette banalité était le plus grand des luxes. En 1966, un an après ma fuite, l'inattendu s'est produit. Mon oncle est rentré à la maison avec un journal de Strasbourg à la main. Une expression grave sur le visage. « Élise, tu dois voir ça. » Il m'a montré la une. En gros caractères. Le titre barrait la page « Couple arrêté dans le démantèlement d'un réseau d'exploitation d'enfants ». J'ai lu l'article, le cœur battant à tout rompre. Monsieur Frank et Madame Marguerite avaient été arrêtés dans le cadre d'une opération de la Gendarmerie nationale. Du matériel avait été retrouvé chez eux, malgré ma destruction. D'autres personnes impliquées avaient été identifiées. Un réseau entier était en train de tomber. « Comment ont-ils su ?» ai-je demandé. Tremblante. Il est écrit ici qu'un renseignement anonyme a déclenché l'enquête. Quelqu'un a envoyé des photos de documents, des listes de noms. La police enquêtait depuis des mois. Les photos que j'avais prises, les listes que j'avais copiées, sans le savoir, j'avais été l'étincelle qui avait mis le feu à leur empire sordide. Ils demandent aux victimes de se présenter pour témoigner,
continua mon oncle. Un mélange de soulagement et de terreur m'a envahi. Soulagement, parce qu'ils allaient enfin payer. Terreur, parce que cela signifiait tout revivre, tout raconter à des inconnus, affronter à nouveau leur visage. Tu n'es pas obligé, a dit tante Emma, sentant ma lutte intérieure. Tu as déjà fait ta part. Mais je savais que je devais y aller. Pas seulement pour moi, mais pour les autres. Pour Marie, pour Joseph et pour tous ceux dont je ne connaissais pas le nom. En juillet 1966, je suis retournée dans ma ville natale pour la première fois. J'étais accompagnée de mon oncle et d'un avocat qu'il avait engagé. Le palais de justice était rempli de journalistes et de curieux. Voir M. Frank et Mme Marguerite menottés sur le banc des accusés était surréaliste. Ils semblaient plus petits, plus faibles, dépouillés de cette aura de pouvoir qu'ils avaient sur moi. Le regard de Mme Marguerite était rempli de haine quand je suis entrée, mais je n'ai plus eu peur. J'ai ressenti de la pitié. La pitié pour des êtres si vides qu'ils avaient besoin de détruire des enfants pour se sentir exister. Mon témoignage a duré des heures. J'ai tout raconté, avec des détails qui ont fait pleurer certains jurés. Quand le procureur m'a demandé si je leur pardonnais, ma réponse a été claire. Je ne pardonne pas, mais je ne les ai plus. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Monsieur Frank a été condamné à 25 ans de prison. Madame Marguerite à 20 ans. D'autres membres du réseau ont également été condamnés. La justice avait été rendue, du moins en partie. Pendant le procès, j'ai rencontré d'autres victimes, des vies brisées, des familles détruites, mais j'ai aussi vu de la force, de la résilience. On a survécu, m'a dit une fille de mon âge. C'est déjà une victoire. De retour à Lexington, je me sentais différente, plus légère. Le cauchemar était officiellement, légalement, terminé. Je pouvais commencer à vivre, vraiment. La vraie reconstruction a commencé après le procès. J'ai terminé mes études secondaires en 1968 à 18 ans. Je rêvais d'aller à l'université, mais nous n'avions pas les moyens. Mon oncle avait dépensé ses économies pour moi. J'ai donc commencé à travailler à plein temps à l'imprimerie. J'ai appris le métier, découvert que j'avais un talent pour la mise en page et le design. C'était un travail qui me plaisait, qui me donnait un sentiment de compétence que je n'avais jamais connu. En 1969, j'ai rencontré David. Il était comptable dans une entreprise locale. Un homme doux, patient et respectueux. Notre rapprochement a été lent. J'avais encore des difficultés avec l'intimité. Avec la confiance, l'homme qu'il te faut comprendra et attendra, me disait tante Emma, et David a compris. Quand je lui ai finalement raconté mon histoire, il ne m'a pas regardé avec pitié ou dégoût. Il m'a regardé avec admiration. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse », a-t-il dit, « et je t'aime exactement comme tu es. » Nous nous sommes mariés en 1971 lors d'une cérémonie simple, mais remplie d'amour. C'est mon oncle Joe qui m'a conduite à l'hôtel, les larmes aux yeux. « Ta mère biologique serait fière de la femme que tu es devenue », a-t-il murmuré. David et moi avons eu 3 enfants, Sarah en 1973, Michael en 1965 et Lisa en 1968. Chaque grossesse était une guérison. La preuve que mon corps pouvait créer la vie, et pas seulement être utilisé pour la destruction. Avec mes enfants, j'étais la mère que je n'avais jamais eue. Protectrice, mais pas étouffante, aimante, mais ferme. Ils ont grandi en sachant qu'ils étaient aimés inconditionnellement. J'ai brisé le cycle. Je leur ai enseigné le consentement et les limites. La différence entre l'affection et l'abus. J'ai créé autour d'eux un rempart de protection que personne ne pourrait jamais franchir. Mon oncle et ma tante ont été des grands-parents merveilleux. Ils m'ont sauvée, m'ont montré que la famille n'est pas seulement le sang, mais un choix, un soin, un amour inconditionnel. Des années plus tard, j'ai appris que M. Frank était mort en prison en 1968. Madame Marguerite a été libérée en 1985. Elle a essayé de me contacter une fois, mais j'ai refusé.
Elle est morte seule en 1990. Ces nouvelles ne m'ont procuré aucune joie. Ils étaient déjà devenus insignifiants dans ma vie, des fantômes d'un passé que j'avais surmonté. La vraie reconstruction de ma vie a commencé avec la naissance de mes enfants, mais ma véritable vocation était née bien plus tard. En 1985, une assistante sociale de Strasbourg m'a contactée. Elle avait eu connaissance de mon histoire via les archives du procès. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend, a-t-elle expliqué, pour aider d'autres enfants. Mon premier réflexe fut de refuser. Pourquoi remuer cette blessure cicatrisée, mais j'ai pensé aux enfants qui souffraient en ce moment même, comme j'avais souffert. J'ai commencé lentement, en visitant des foyers, en parlant à des enfants retirés de familles abusives, voir ces petits yeux effrayés. Cette méfiance que je connaissais si bien a réveillé quelque chose en moi. Je sais ce que tu traverses, leur disais-je, et je sais que ça semble impossible, mais ça va aller mieux, j'en suis la preuve. Chaque sourire que je parvenais à faire naître était une victoire contre le mal qui avait tenté de me détruire. En 1987, avec 3 autres personnes, j'ai fondé l'Institut Phoenix, une association dédiée à l'aide aux enfants victimes d'abus. Pourquoi Phoenix m'a demandé un journaliste? Parce que c'est ce que nous faisons. Ai-je répondu, nous mourrons en tant que victimes pour renaître en tant que survivants. Ce travail a donné un but à ma vie que je n'avais jamais ressenti. Chaque enfant que nous aidions était une revanche silencieuse contre mes tortionnaires. À 40 ans, j'ai décidé de retourner à l'université et j'ai étudié la psychologie. J'ai écrit ma thèse sur la résilience chez les victimes, en utilisant ma propre histoire comme étude de cas. En 1995, j'ai publié un livre, Renaître des cendres. Il est devenu une référence. J'ai parcouru la France, racontant mon histoire, enseignant que l'on peut surmonter les traumatismes les plus profonds. Comment avez-vous pardonné, me demandait-on toujours. Je n'ai pas pardonné pour les libérer eux, répondais-je. J'ai pardonné pour me libérer moi. Le pardon ne concerne pas l'agresseur. Il s'agit pour la victime de retrouver sa paix. Aujourd'hui, à 74 ans, j'ai 7 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. David nous a quittés en 2010 après 39 années merveilleuses. J'ai construit une vie pleine, remplie d'amour. Je regarde en arrière et je vois que mon histoire n'est pas seulement une question de survie, mais de transformation. J'ai pris la douleur la plus profonde et je l'ai transformée en force pour protéger les autres. Si vous traversez une période difficile, je veux que vous sachiez que vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. Le traumatisme n'est pas une condamnation à mort pour vos rêves. C'est un obstacle, mais il peut être surmonté. Notre plus grande vengeance contre ceux qui nous ont fait du mal est de vivre pleinement, d'être heureux. Chaque jour de joie est une victoire. La petite fille de 15 ans qui s'est enfuie dans la nuit est maintenant une arrière-grand-mère, une auteure, une conférencière. Mais ma plus grande fierté est simple, j'ai brisé le cycle. Le mal a essayé de me détruire, mais j'ai choisi de renaître, et je continue de renaître chaque jour. Merci, mes chers amis, d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Chacun d'entre vous qui êtes parvenu à la fin de ce récit porte une petite partie de ma guérison. Vous faites partie de mon miracle. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a donné de l'espoir ou de la force, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les Récits de nos aînés, à aimer cette vidéo et à partager vos propres histoires de résilience dans les commentaires. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons montrer au monde qu'aucun traumatisme n'est plus grand que notre capacité à renaître. Un baiser sur le cœur de chacun d'entre vous, et à la prochaine fois.